Comment vit-on la blessure d'injustice quand on est l'enfant d'un parent narcissique, du parent dévoreur d'âme, le fameux parent maltraitant? Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne. Vous êtes sur la chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis l'enfant d'un parent dit que j'appelle de dévoreur d'âme, d'un parent maltraitant, d'un parent narcissique qui abuse, endoctrine ses enfants, qui utilise le pouvoir, la domination pour écraser son prochain et qui va instaurer au sein de la famille une systémie particulière qui est extrêmement malsaine et toxique. Dans cette chaîne YouTube, je partage tout simplement ce que j'ai pu vivre dans l'enfance à travers mes émotions et donc mon prisme. Bien entendu, chaque histoire est différente. Et donc, je m'adresse surtout à toutes les personnes qui ont vécu dans l'enfance avec un parent dit dévoreur d'âme, mais aussi à toutes les personnes qui ont eu cette personne comme conjoint. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous parler de la blessure d'injustice. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous exposer les critères que nous propose Lise Bourbeau, psychologue, qui a établi que nous avions tous 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La blessure d'injustice, elle va se réveiller en fait entre 4 et 6 ans. Donc c'est la blessure qui se réveille dans l'enfance le plus tard. Avec la blessure de trahison, c'est les deux blessures qui se réveillent tard. La blessure de rejet, c'est celle qui se réveille en premier, etc. Et elle se réveille avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes un homme, quand vous étiez un petit garçon, ça s'est réveillé avec votre père. Et si vous êtes une femme, quand vous étiez une petite fille, la blessure s'est réveillée avec votre mère. Et donc, chaque blessure peut être vécue à des degrés différents selon les personnes. J'aime bien parler en pourcentage. Il y a des gens qui vont vivre la blessure à 5%, 10%, 15%, il y en a à 100%, vous voyez ? Et donc, celui qui va avoir une forte blessure d'injustice, il va développer ce qu'on appelle le fameux masque rigide. Parce que Lise Bourbeau nous explique qu'à chaque fois que nous avons une blessure, nous avons un mécanisme de défense. Par exemple, la blessure de trahison que je vous ai présentée la dernière fois, le mécanisme de défense, c'est être contrôlant. La blessure d'injustice, le mécanisme de défense, c'est une personne qui est rigide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle aura tendance à se tenir déjà très droite. Bon, je parle de généralité parce que pour moi c'est beaucoup plus complexe que ça la personnalité, mais en tout cas qui peuvent avoir l'air d'avoir un balai dans le cul. Donc désolée pour cette comparaison, mais je pense qu'on peut pas faire plus clair. Donc c'est des personnes qui vont être tendance à être perfectionnistes. C'est vrai que c'est des personnes qui ont trouvé que la vie est injuste à leurs yeux, ils vont tendance à vouloir que les choses, disons dans la performance, soient parfaites. Ce sont des personnes qui sont plutôt dynamiques, apparemment qui ont du mal à demander de l'aide. C'est des personnes qui vont aussi être dans le contrôle, mais ce ne sera pas le même contrôle que la personne qui est dans la trahison. Ils sont très durs avec eux-mêmes, ils sont assez froids d'apparence. Bon voilà, ce sont un petit peu des caractéristiques qu'on retrouve de manière régulière. En gros, ce qu'il faut comprendre avec eux qui est vraiment prononcé, c'est la froideur en fait, qui va apparaître en premier lieu chez des personnes qui ont une blessure d'injustice très prononcée. Je tiens à rajouter que les personnes qui ont la blessure d'injustice très forte, j'ai remarqué que c'était des personnes qui ne parlaient pas de ce qu'elles ressentaient. C'est comme s'il fallait contenir ses émotions, les mettre dans un carré et puis on n'en parle pas quoi. C'est un peu cette image-là que j'ai aussi du rigide. Pourquoi ? Parce que en fait, les personnes qui finalement vont souffrir de cette froideur, de cette rigidité qu'elles exposent elles-mêmes parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles en souffrent, puisque quand on se retient, on ne s'exprime pas. Quand on se retient par l'apparence pour être parfait, parce qu'il faut se retenir ou je ne sais pour quelle autre raison, c'est peut-être que dans l'enfance, ce sont des personnes qui ont vécu ça. Ce sont des personnes qui ont peut-être eu un parent qui était froid, qui était rigide, ou en tout cas un parent qui leur a empêché de s'exprimer, un parent qui ne leur a pas donné cet espace-là de ressentir. Posez-vous la question si vous avez l'impression d'avoir la blessure d'injustice. Est-ce que vos parents vous ont laissé cette place, tout simplement, pour exprimer ce que vous ressentiez ? Ou est-ce qu'ils étaient très sévères, très critiques, très intolérants, très conformistes ? C'est vrai que le conformisme qu'on peut avoir dans l'éducation va nous formater dans la petite enfance. Donc voilà, alors comme d'habitude, je le répète et j'insiste là-dessus, un enfant qui vivra la même expérience que quelqu'un d'autre, si vous avez un enfant 1 et un enfant 2, ils peuvent avoir les mêmes histoires de vie, ils peuvent vivre la même expérience, le même événement. Ils ne vont pas forcément interpréter l'événement de la même façon et ils ne vont pas développer les blessures émotionnelles de la même façon. Car c'est le rapport émotionnel à l'événement qui va créer la manière dont on réagit.
Par exemple, dans la vidéo de la blessure de trahison, je vous expliquais que quand mon parent faisait des promesses qu'il ne tenait pas, je me sentais trahie. Or, quelqu'un d'autre vous dira qu'il trouvait cela injuste. Donc, vous voyez que c'est une question de perception émotionnelle sur l'instant T de l'enfant. Comment l'enfant ressent l'événement vécu, comment l'enfant va vivre l'événement. Est-ce que ça va être souffrant ou est-ce que ça va... il en a rien à faire, quoi. Parce que vous voyez, on peut très bien ne pas souffrir d'un événement qui peut être souffrant pour quelqu'un d'autre. Donc Lise Bourbeau nous explique bien que les personnes qui souffrent de cette blessure-là, en fait, elles vont se couper de ce qu'elles ressentent, c'est vrai. Mais attention, il ne faut pas confondre s'interdire de ressentir, se couper soi-même volontairement de ce qu'on ressent parce qu'on ne s'autorise pas à ressentir, avec le fait d'être dissocié. D'accord. Et la dissociation, parfois, on est coupé de ce qu'on ressent parce qu'on a subi des traumas. Mais on peut très bien avoir les deux. Se couper de ce qu'on ressent parce qu'on est rigide. Moi, je l'ai vécu quand j'avais 15 ans. Mais ne pas comprendre ce que l'on ressent, ne pas être en contact avec nos émotions, ne pas savoir les nommer, ne pas être capable quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que je ressens, ne pas être capable de le dire parce que vous êtes un rigide et que vous refusez de vous connecter à ça, parce que ce serait vous regarder dans un miroir et que tout le monde n'en est pas capable, ou parce qu'on a vécu des traumas et que ressentir des fois c'est trop difficile. Donc voilà, donc moi je rajoute les petites nuances quand même parce que je m'adresse à des personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance, des traumas forts, des traumas lourds, des traumas à répétition, et pas je me suis cassé une jambe au ski et j'ai peur de refaire du ski. Tous les traumas sont légitimes, mais c'est quand même pas le même impact, c'est pas du tout le même rapport émotionnel, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Je tiens à rappeler ça. Car oui, le cerveau est capable de dépasser des traumas, mais les traumas lourds et les traumas à répétition, ils disparaissent pas tout seuls. L'un des critères qui est très important derrière et qui je trouve est assez juste, c'est que en fait ces personnes-là, ils cherchent vraiment à ce que tout soit juste en permanence. Et même eux, ils vont devenir perfectionnistes dans leur comportement, dans leurs actes, dans leur attitude vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis peut-être de la société. Ce sont peut-être des gens qui vont faire des choix au niveau de leur manière de s'alimenter, pour acheter ou est-ce qu'ils vont consommer par justice, plus que finalement, plus que pour se faire du bien, vous voyez ? Parce que dans la tête d'une personne qui a vécu la blessure d'injustice ou qui est en plein dedans et qui ne s'en rend même pas compte, la personne aura l'impression d'apporter la justice en étant la plus parfaite possible dans ses comportements, on va dire pour apporter une équité, en tout cas, soit entre les membres de la famille qu'elle fréquente à qui elle va offrir des cadeaux, soit au sein du travail par rapport aux horaires de travail, etc., etc. Et donc, ce sont des gens qui sont prêts à avoir des comportements et des actions pour que ce soit parfait et juste. Par exemple, si vous offrez un cadeau à une personne qui vit une grosse blessure d'injustice, elle n'a pas l'habitude d'avoir un équilibre entre le recevoir, le donner, le accepter et le refuser. Et donc cette personne, si vous lui faites un cadeau, elle se sentira redevable et elle voudra absolument vous le rendre. Alors qu'en fait, quand on fait un cadeau, c'est par plaisir, c'est par bonheur, on ne demande rien en retour. Mais comme il faut être dans la justice, c'est nécessaire, c'est important pour la personne qui a cette souffrance, qui a cette blessure d'injustice, qui est très liée à la valeur, qui est très liée au mérite, qui est très liée au devoir, et ben c'est pas juste qu'elle reçoive un cadeau et que l'autre ne reçoive rien en retour. Et si ça vous parle, interrogez-vous sur comment est-ce que vous acceptez de recevoir quelque chose. Est-ce que quand vous allez dans des sorties et qu'on vous paye un verre, est-ce que vous vous sentez redevable ou est-ce que vous acceptez que la personne ait pris elle-même la décision de vous payer un verre, ça la regarde, ça lui appartient et vous, c'est à vous tout simplement de savoir le recevoir et de dire merci et d'apprécier ce moment-là. Il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un prêté pour un rendu. Cette notion chez la personne qui souffre de l'injustice, c'est de ne pas être capable à cause de sa conformité, à cause de sa froideur, à cause de son esprit très critique vis-à-vis de tout. Cette personne qui a la blessure de justice aura du mal à accepter de recevoir un cadeau sans rien donner derrière. Et donc ce sont des gens qui, si vous leur offrez quelque chose, ils vont vous offrir quelque chose. Alors s'il y a deux personnes qui sont en face l'une à l'autre avec les blessures d'injustice, ça fait que chacun va se donner sans cesse des cadeaux. Ça peut être super drôle en vrai. Enfin bref, je trouve ça rigolo. Je tiens à préciser quand même, je vous parlais tout à l'heure d'émotions, mais c'est pas parce que ce sont des gens qui se coupent eux-mêmes de leurs émotions pour plein de raisons, parce qu'il faut pas les exprimer, parce qu'il faut se retenir, parce que le regard des autres, parce que c'est pas bien, pour plein de raisons, plein de raisons. Ça veut pas dire qu'ils sont pas sensibles à l'intérieur. Donc voilà, ça je tenais à le rappeler. Je tiens aussi à rappeler que c'est pas le perfectionnisme qui produit la justice. C'est pas le fait de devenir perfectionniste, c'est pas parce qu'on devient perfectionniste qu'on devient juste. Mais dans la pensée de la personne qui a la blessure d'injustice, c'est un peu cette notion-là.
Aussi un peu proche de la blessure de trahison, ce sont des gens que quand il y a une personne en face d'eux qui n'est pas forcément d'accord, mais qui représente une position d'autorité, donc par exemple ça peut être un chef au travail, ça peut être un professeur pour un étudiant, une personne qui a une position d'autorité, d'accord? Et bien si cette personne ne va pas donner raison au discours que tient la personne qui a la blessure d'injustice, la personne qui a la blessure d'injustice va tout faire pour se justifier face à celui qui tient la position d'autorité pour que ce dernier lui donne raison. C'est-à-dire que là où chez la personne qui a la blessure de trahison, elle ne comprend pas que c'est pas grave qu'on soit pas d'accord avec elle et que si on lui donne pas raison, c'est pas grave. Et là où la personne elle a la blessure d'injustice, si on lui donne pas raison, pour elle, elle va se justifier. Parce que peut-être, si elle n'a pas raison face à quelqu'un, surtout si c'est une position, surtout si la personne a une position d'autorité, ça va montrer quelque part une injustice ou une imperfection. Et la personne qui a la blessure d'injustice ne tolère pas l'imperfection, elle ne tolère pas l'injustice. Ce sont souvent des gens que vous pouvez retrouver dans des associations, ce sont des gens qui vont défendre les droits, ce sont des gens qui vont défendre plein de choses. Mais par contre, eux, en fait, ils ont tendance à être intolérants. Ils ont tendance à pas vouloir entendre, écouter, demander. Parce que, besoin de perfectionniste, je me débrouille tout seul. Si je suis une perfectionniste, je vais faire les choses à ma manière, etc., etc., pour que ce soit parfait, pour que ce soit juste. Enfin voilà, il y a une petite notion comme ça derrière aussi. Car la blessure d'injustice, elle est très très liée à l'appréciation, le respect, des droits, le mérite aussi et la reconnaissance. Donc quelqu'un qui a une blessure d'injustice, si elle veut mettre des choses en place ou s'il y a un problème à la dernière minute, elle va prendre à charge la problématique, un peu comme le sauveur, mais à la différence que c'est parce que en fait elle va vouloir réajuster les choses, mais aussi parce qu'en fait elle considère que c'est pas forcément juste pour l'autre, qu'il faut aider. Bon voilà, il y a toute cette notion de justice et de mérite aussi. Oh, il mérite pas ça, et nanana. Donc ce genre de comportement, de pensée, la personne, elle va peut-être régler le problème à la place de l'autre. Elle va, par justice, par mérite, par notion de perfectionniste, elle va tenter en tout cas de prendre à charge, s'il y a des problèmes de dernière minute, la situation. Ce sont des personnes qui sont quand même beaucoup dans le contrôle d'elles-mêmes, donc forcément il y a une partie d'elles, par justice et puis par contrôle, qui va chercher quelque part à gérer les situations. Non pas forcément pour sauver l'autre comme le syndrome du sauveur va pousser la personne sans même se poser de questions, mais parce qu'en fait, quelque part, dans la blessure d'injustice, la personne, elle s'en demande trop. Elle s'en demande trop. C'est jamais assez ce qu'elle fournit, c'est jamais assez bon. Et ça, d'où ça vient? Et là, on va pouvoir rentrer dans les blessures de l'enfance liées aux parents narcissiques ou aux parents dévoreurs d'âme, ou ceux qui ont subi, qui ont vécu et grandi dans des sectes. Il y a un lien avec tout ça. Alors, la blessure d'injustice peut être vécue de différentes manières dans l'enfance. Quand on a un parent dévoreur d'âme qui nous empêche tout simplement de nous exprimer, de poser des mots sur ce que l'on vit, aussi tout simplement de prendre notre place, de ressentir, et qui rejette en permanence en fait la personne qu'on est, parce que le parent narcissique il rejette l'autre. Il rejette l'autre quel qu'il soit, le conjoint, l'enfant, la petite fille, la petite fille, le petit garçon, ça n'a pas d'importance. Il est dans le rejet en permanence parce qu'il veut prendre tout l'espace, toute la place, et que quand il fait souffrir l'autre, ça lui fait du bien, ça le soulage de sa souffrance à lui. Donc forcément, quand on a un parent qui est dans ces notions-là, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a comme place? Qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Quelles sont ses portes d'issue qu'il peut prendre pour pouvoir exister? C'est difficile, n'est-ce pas, de répondre à cette question-là face à un narcissique qui empêche son enfant d'être, tout simplement d'être. Donc l'enfant n'est pas valorisé pour exprimer son ressenti. L'enfant n'est pas valorisé pour être, pour poser des actions, pour poser des mots qui sont en accord avec ce qu'il vit, ce qu'il ressent et ce qu'il est. Donc, quelque part, il n'y a pas une reconnaissance de la part du parent sur son enfant, une reconnaissance sur qui il est au niveau de sa personnalité, de son être, mais aussi une reconnaissance au niveau de ses émotions, une reconnaissance sur ce que cet enfant vit, sur ce que cet enfant exprime ou sur les besoins, besoins de sécurité, besoins d'affection, sur les besoins que l'enfant peut avoir ou peut en tout cas exprimer dans la famille. Il n'est pas reconnu, il n'est pas entendu. Et donc ça peut engendrer, comme je vous l'avais dit, une blessure de rejet, mais une blessure d'injustice assez profonde. Je vous pose la question aujourd'hui d'adulte à adulte. Est-ce que vous trouvez cela juste
ce que vous avez vécu dans l'enfance, quand votre parent vous a empêché de vous exprimer ou d'agir de la manière dont vous aviez besoin sur le moment. Avec un parent maltraitant, dit le dévoreur d'âme, on est dans une invalidation quotidienne, parce que ça se passe au quotidien pendant des années de manière répétitive, sur nos émotions, ce que l'on vit. Et donc forcément, ça peut engendrer cette sorte de rigidité où on a un parent qui ne nous laisse pas cet espace et paradoxalement à ça, on a un parent qui est très exigeant avec nous. Et donc pour moi, eh bien je parle pour moi, mais ça va peut-être vous parler, le fait, cette rigidité, cette blessure d'injustice qui à un moment donné a été extrêmement forte, elle vient non seulement de cette absence-là de tolérance de la part du parent. Finalement, le parent ne tolère pas l'existence de son enfant, il ne lui laisse pas cet espace. Il est dans l'intolérance vis-à-vis de son enfant. Son enfant n'a pas le droit de ressentir. Ah, t'es pas d'accord? Ah, tu ressens ça? Ah, non, on lui reproche en permanence. Le parent dévoreur d'âme reproche en permanence le ressenti de l'enfant. C'est pas possible de grandir avec ça et d'être sain, ok? C'est pas possible de ne pas développer une blessure émotionnelle quand en permanence on est dénigré pour ce qu'on est ou pour ce qu'on ressent. Donc, à un moment donné, moi je pense que non seulement il y a la blessure du rejet qui se développe par rapport à ça, mais bien entendu, la blessure d'injustice pour moi c'est une évidence. Alors, il y a aussi l'exigence, le fait que le parent dominant est extrêmement exigeant. Ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, n'est jamais assez. Ça n'est jamais fait de la bonne façon. Ça n'est pas suffisant, ça n'est pas bon, etc., etc. Pourquoi? Parce que le parent dévoreur d'âme prend un malin plaisir à déconstruire ses enfants et donc il en demandera toujours plus et jamais ce qu'il faut à l'enfant. C'est-à-dire que si le besoin de l'enfant il est A, le parent il va jamais lui donner ce A, d'accord? Il va lui donner un B, un C, ou il va rien lui donner du tout. Et quelque part, c'est injuste. C'est injuste d'avoir un parent qui ne répond pas à nos besoins. C'est injuste parce que nous, on voit, quand on est enfant, que les autres, dans les familles, ils sont entendus, ils sont écoutés, ils sont perçus, ils sont considérés dans leurs émotions. Et aussi, il n'y a pas que ça. Il y a l'affection. Quand un enfant... il va pas bien, le parent va le prendre dans les bras, mais nous, on n'a pas forcément ce genre d'événement avec le parent dévoreur d'âme. On n'a pas de soutien, on n'a pas d'affection de la part de ce parent-là. On est vraiment, en fait, quelque part, on est tout seul avec nous-mêmes, sauf si on a un parent sain qui intervient et qui peut prendre le relais. Moi, c'était pas forcément mon cas parce que mon parent sain n'a pas eu d'éducation. Il a subi lui-même de la maltraitance de 2 parents maltraitants. Donc, c'est pas quelque chose qu'il sait faire, ça. C'est pas un parent qui a su se réguler dans ses émotions, donc c'est pas un parent qui va savoir réguler ses enfants. Donc moi, j'ai pas eu ça, mais c'est pas grave, c'est ok, hein, aujourd'hui je m'en fous. Mais je veux dire, pensez à vos 2 parents. Je parle tout le temps du parent dévoreur d'âme, mais c'est le système entier qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, donc quand on a un parent qui est très exigeant, d'accord, on aura tendance peut-être à finalement rentrer dans la même perception que lui et on croit, quand on est enfant, on croit à notre parent. Donc si on n'est pas assez, si notre parent nous fait comprendre que c'est pas assez ce qu'on fait ou quoi que ce soit, et bien finalement la valeur qu'on va se donner de nous-mêmes, c'est la valeur que le parent nous aura permis de voir dans ses yeux à lui. La valeur que le parent va nous donner, quelque part, c'est un peu la valeur qu'il va nous transmettre. Malheureusement, oui, parce que quand on est enfant, on se regarde aussi à travers les yeux de notre parent. En tant qu'adulte, c'est différent, on peut déconstruire ça, déprogrammer. Mais en tant qu'enfant, malheureusement, c'est un peu ça. C'est la valeur que notre parent nous donne. Elle va avoir tendance, en tout cas, à nous construire. Si on entend en permanence un parent nous dire qu'on ne mérite pas, ah, tu ne mérites pas d'avoir ça, tu ne mérites pas... forcément, derrière, ça va modifier notre perception du mérite. Et donc, on peut se construire sur une vision du mérite, une vision de la reconnaissance, une vision de l'appréciation de soi, une vision du respect des droits complètement déformée par le parent narcissique. Et ça, c'est ça qui va créer plus ou moins la blessure à injustice, elle va être plus ou moins forte à cause de ça. Il y a aussi la notion matérielle. Je vais vous prendre un exemple. J'en parlais avec une abonnée parce que, personnellement, ma mère, elle est portugaise. Donc, elle a grandi dans une société extrêmement macho, d'accord? C'est vraiment, je peux vous assurer que c'est les femmes qui font la cuisine, le mec qui travaille. Les femmes, elles ont un salaire moindre, il ne faut pas qu'elles se plaignent, etc., etc. Et donc, ma mère, elle nous a éduqués comme ça, sauf que c'était toujours dans l'excès. Par exemple, quand j'ai un frère qui est plus âgé que moi, qui a 3 ans de plus que moi, donc c'est pas une grosse différence. Donc, on a vécu ensemble dans la famille. Par exemple, lui, il avait le droit de recevoir de l'argent de poche gratuitement. Moi, pour recevoir de l'argent de poche, il fallait que j'aille aider mes parents à vendre sur le marché. Mes parents étaient des agriculteurs maraîchers. Et il fallait que je nettoie la salle de bain et les toilettes. Qu'est-ce que ça va me donner comme éducation? Ça va me donner que la femme, elle mérite de recevoir de l'argent que si elle travaille, là où le mec, lui, il fait rien et il a de l'argent. Vous voyez?
ça peut modifier la notion de mérite. Donc moi, dans ma tête, qu'est-ce que je vais instaurer? Je vais instaurer que pour gagner de l'argent, pour gagner un peu d'argent, il faut que je travaille 2 fois plus qu'un homme. C'est une croyance que je pourrais développer, par exemple. C'est un exemple, hein, on peut développer les croyances qu'on veut derrière. Ou je peux très bien me dire, ah bah les hommes ils foutent rien, c'est toujours la femme qui fait. Ou je peux très bien me dire, ah bah de toute façon les hommes ils savent pas ce que c'est que nettoyer des toilettes et une salle de bain, ce sont des moins que rien. Vous voyez, on peut développer plein de croyances, plein de schémas inconscients qu'on va avoir dans notre inconscient et qui vont nous forger dans nos relations à l'autre. Et finalement, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui et que je garde encore ces croyances limitantes, ces pensées limitantes et ces schémas d'éducation que ma mère m'a donnés, qui sont des schémas très machos, qui sont des schémas très pourris, que moi je veux pas, et ben malheureusement je risque soit de les reproduire si j'ai des enfants, peut-être que je donnerai la même éducation sans même m'en rendre compte, soit de croire que c'est toujours comme ça et que ça ne change pas, alors que c'est faux. Il y a des hommes qui savent nettoyer des toilettes et une salle de bain. Vous savez, mesdames, si vous pensez comme moi, enfin moi je pense pas comme ça, mais en tout cas c'est l'éducation que j'ai eue, si vous vous dites, bah ouais mais de toute façon c'est vrai, hein, les mecs ils nettoient pas, les mecs quand ils habitent tout seuls et qu'ils sont célibataires, faut bien qu'ils lavent leurs draps, faut bien qu'ils nettoient leur salle de bain, faut bien qu'ils nettoient leur cuisine, faut bien qu'ils nettoient leurs toilettes. Donc quelque part les hommes ils savent, hein, c'est pas le problème, hein. Le problème c'est de nous faire croire dans la société macho que c'est à la femme de faire et pas à l'homme. Et que c'est une place juste. Bah non, c'est pas juste. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, ce sont des choses qui, chez moi, vont réveiller la blessure d'injustice. Alors que peut-être chez quelqu'un d'autre, c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Ou peut-être chez quelqu'un d'autre, c'est le fait de ne pas être assez bien, assez parfait. La croyance de ne pas être assez qui va ressortir dans la blessure d'injustice. Ou peut-être chez quelqu'un d'autre, c'est le fait de recevoir un cadeau, il n'en voulait pas, il n'était pas au courant et il va pas trouver ça juste et du coup s'il reçoit un cadeau, il considère qu'il doit absolument faire un cadeau à l'autre. Vous voyez, la blessure d'injustice comme toutes les autres blessures, elle varie en fonction de votre propre personnalité, de votre propre vécu. Ce qui est injuste pour vous ne sera pas forcément injuste pour l'autre. Ce qui est injuste pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais moi, c'est ce que j'ai connu. Et du coup, je risque de reproduire ça. Donc, j'ai intérêt à me réajuster dans mes notions d'équilibre, de justice et d'injustice, de conscientiser que c'est pas parce que je m'en demande beaucoup et que j'en fais beaucoup que je dois demander et exiger beaucoup de l'autre. Parce que malheureusement, derrière la blessure d'injustice, parfois, on va exiger beaucoup de nous et du coup, on va exiger beaucoup de l'autre. Et ça, c'est pas juste pour la personne qui est face à nous. Et dans notre notion de justice, on va créer de l'injustice chez l'autre. Parce que si je suis très exigeante envers moi-même, dans le couple, je risque d'en demander beaucoup à mon conjoint, à mon partenaire, homme ou femme, et donc je risque de créer de l'injustice. Lui, mon partenaire, risque de ressentir l'injustice parce que mon exigence n'est pas la sienne et que je lui en demande trop. Et là, je vous parle par expérience, donc attention à ça. Et donc, c'est tellement injuste de vivre tout ça que oui, on va développer la blessure d'injustice et on va devenir très exigeante dans le contrôle, on va s'imposer des choses qu'on ne nous demande pas, on va soi-même s'en demander beaucoup, on va pas s'autoriser à se détendre, on va se sentir coupable quoi qu'on fasse, on va avoir tendance à vivre à travers notre valeur, notre reconnaissance de soi, à travers le mérite plutôt qu'à travers tout simplement l'estime et l'amour de nous. Donc toutes les notions dans l'enfance qu'on va vivre vont nous éloigner de la personne qu'on est. On va se déconnecter de l'estime et de l'amour de soi et on va se connecter à des notions de justice, d'injustice, de je mérite, je ne mérite pas, de je suis coupable, je ne suis pas coupable, j'en fais assez, j'en fais pas assez, je le vaux, je le vaux pas, je dois le faire. Toutes ces petites injonctions personnelles qu'on va se dire dans notre quotidien, elles vont être des fois le reflet de notre blessure d'injustice ou de notre blessure aussi de trahison. Et on va pas prendre le temps de s'écouter, d'écouter notre corps, d'écouter notre ressenti, d'écouter nos émotions, d'écouter ce qui est bon pour nous. On va se forcer jusqu'à craquer. On va pas forcément demander de l'aide. On va préférer faire les choses soi-même plutôt que déléguer à cause de cette blessure d'injustice, de ce besoin de performer, de ce besoin de la perfection. On va aller jusqu'au burn-out, jusqu'à l'épuisement émotionnel. On va être injuste envers nous-mêmes parce qu'on a eu un parent qui n'a jamais été juste avec nous. Ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à se sentir coupable d'obtenir quelque chose, jusqu'à se sentir coupable de se faire un cadeau parce qu'on n'a pas fait un cadeau à quelqu'un, jusqu'à, par exemple, je vous parlais de la différence entre hommes et femmes, peut-être ne pas s'autoriser à réussir dans la vie parce qu'on a vu que la réussite, elle était attribuée à notre frère ou à notre sœur, mais nous, de l'autre sexe, on nous a pas reconnus dans notre réussite, du coup on va même plus s'autoriser à réussir parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de valeur derrière. Ça peut être vraiment plein de choses en fait. Je vous invite mais tellement à lire La blessure d'injustice, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc je vous invite vraiment à faire un travail sur vous parce que derrière la blessure d'injustice, il y a énormément de contrôle de soi, d'accord, que ce soit en rapport avec dans ce que vous allez faire,
Donc l'action, c'est quoi? L'action, c'est dans votre quotidien pour nettoyer la maison, c'est pour le repas, comment vous contrôlez votre alimentation, comment vous contrôlez vos émotions quand vous parlez à quelqu'un, comment vous vous contrôlez dans le jugement quand vous jugez les autres mais que vous vous sentez coupable de juger les autres parce que vous jugez les autres mais vous jugez quand même les autres. Comment vous contrôlez dans vos relations amicales, comment vous contrôlez dans vos relations amoureuses, comment vous contrôlez vis-à-vis de toutes les personnes qui représentent l'autorité face à vous, que ce soit le travail, dans les formations, vos enseignants, etc. C'est pas que dans le faire, c'est aussi dans l'être, comment vous vous interdisez de ressentir ou d'écouter vos émotions, comment vous ne vous écoutez pas. Et c'est toute cette colère qu'il y a derrière, parce que la blessure d'injustice derrière, il y a une colère énorme et une colère impardonnable. C'est-à-dire que quand on est dans la blessure d'injustice, on ne va pas se pardonner de faire vivre à quelqu'un de l'injustice ou de ne pas être assez juste ou de ne pas se contrôler. Oui, on va pas se pardonner si on ne se contrôle pas. C'est complètement dingue, hein. C'est complètement dingue de se dire qu'on en est jusqu'à là, d'accord? Et quand on a la blessure d'injustice, c'est ce que je vous disais, qui est vraiment important à conscientiser. Ce sont beaucoup des personnes, alors moi j'en suis plus là, je suis vraiment énormément sortie de la blessure d'injustice, mais attention, quand on est au début, on a tendance à ignorer, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont là, mais on va pas ouvrir la porte, on ignore nos ressentis, nos émotions, nos intuitions, alors que l'intuition est extrêmement importante, c'est la petite voix magique qui des fois va vous donner un petit coup de main dans la journée, quoi. Donc voilà, c'est complètement dingue. Pour parfois, même pas pour nous, on va s'interdire ou ignorer nos ressentis, nos émotions, nos intuitions pour s'arranger d'une situation que quelqu'un d'autre vit et avec qui on est en lien. Donc on va tendance à avoir à tout faire pour que la vie de l'autre, quand c'est nos enfants, quand c'est nos conjoints, nos partenaires, nos collègues, pour que ça aille bien, pour que ce soit juste chez eux, mais et chez nous en fait. Est-ce qu'on se donne une chance d'avoir de la justice dans notre vie ? D'accord? Ça, c'est important. Il y a un contrôle énorme qui est fait sur soi dans notre monde, dans notre milieu de vie, dans notre quotidien quand on a la blessure d'injustice. Et j'ai complètement oublié de vous dire, mais très important, la blessure d'injustice, j'ai oublié, mais elle vient aussi du fait que le parent dévore d'âme, il passe son temps à vous comparer. Et parce que ma mère me comparait tout le temps avec les autres. Et si j'avais un 17, un 18, un 19, un 20, c'était pas suffisant. Et tes amies, elles ont eu combien? Et elles ont fait mieux que toi. Et de toute façon, toi, t'es pas capable. Et en fait, toutes les paroles qu'on entend comme ça, en fait, elles nous retiennent dans notre réussite, elles nous retiennent pour nous faire plaisir, elles nous retiennent dans nos capacités, dans nos performances. Et c'est pour ça qu'on va se contrôler et qu'on va aller jusqu'à toujours être parfait, toujours être dans le contrôle, toujours être bien carré, toujours être dans la performance et dans le mérite. Parce que quand on fait quelque chose, c'est jamais assez bien. Donc, comme c'est jamais assez bien, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retiré comme expérience, comme conclusion, comme croyance, ben on va chercher à faire encore mieux pour essayer d'être à l'image que notre parent veut qu'on soit. Parce que derrière, quelle que soit la blessure, on aime nos parents et on veut leur plaire quelque part. On veut être aimé, n'est-ce pas? On veut être aimé. Et donc, c'est extrêmement grave parce que quelque part, derrière cette blessure d'injustice, est-ce qu'on n'essaye pas de se rendre justice à soi-même dans les blessures qu'on a eues dans l'enfance vis-à-vis de notre parent? Est-ce qu'on n'essaye pas de rétablir les faits toute notre vie vis-à-vis de notre parent? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question que je vous pose. Voilà. Moi je vous invite vraiment à rentrer dans l'amour de vous, à accepter les moments où vous avez vécu de l'injustice. Voilà, on n'est pas dans un monde où il y a beaucoup de justice non plus. Faut accepter, faut se donner de l'amour, faut dépasser ça, faut se dire que c'est pas parce que vous l'avez vécu que c'est vrai tous les jours de votre vie, que aujourd'hui les choses peuvent être différemment. Vous pouvez avoir des comportements et des actes et une pensée qui vont vous montrer que vous pouvez vivre des situations différentes où il y a de la justice et où vous êtes heureux. Voilà. Et tout n'est pas question de justice aussi. Alors sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein de bisous moustachus d'amour et de lumière.